Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la mémoire des personnes requises par le travail forcé en Allemagne à partir de 1943, loi du gouvernement de Vichy du 16 février 1943, et c'est à cette occasion que nous nous réunissons. Je vous propose de commencer cette cérémonie et nous allons tout de suite donc commencer avec le garde à vous et ouvrez le banc. Intervention. Merci. Intervention de Monsieur Jean Chaise, président de la Fédération nationale des personnes, des victimes et des rescapés du travail forcé en période de 1943-1945. Madame la conseillère du cabinet de la présidence de la République, représentant Monsieur le Président de la République, Madame la directrice générale de l'ONAC-VG, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représentant le ministre délégué chargé des anciens combattants, Madame la directrice SNCF de la région Paris-Est, Monsieur le chef de cabinet du préfet de l'Île-de-France, préfet de Paris, Monsieur le contrôleur général des armées, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, anciens combattants et victimes de guerre, chers amis de nos associations et de notre fédération, et vous, nos enfants, petits-enfants et amis, Mesdames et Messieurs, le 15 mars 1943, au petit matin, Pierre Lascaux, instituteur dans un petit bourg du Limousin, débarque ici, en gare de l'Est, avec un groupe de jeunes des classes 40, 41 et 42. Ils étaient partis la veille, au matin de Limoges. La gare était gardée par l'armée allemande et les parents n'avaient pas accès au quai de départ. Paris, la gare de l'Est, au petit jour, des trains venant de plusieurs directions déversent leur même cargaison d'hommes. Combien sont-ils? 500 ou 800? Hier libres, ce matin esclaves. Cassés, soumis, le regard hébété, perdu dans on ne sait quel rêve. Soudain, une voix retentit. Français, prenez vos bagages et gagnez le quai 4, direction Berlin. Des policiers canalisent la foule et la poussent vers le quai. La gare est sous surveillance étroite des agents de la Reichsbahn qui contrôlent tout avec l'aide des troupes d'occupation. C'est fini. L'instituteur Pierre Lascaux est livré à l'Allemagne. Il roule vers un destin inconnu. Il se retrouvera 2 jours plus tard, manœuvre à la Reichsbahn, à la gare de Gleispitch en Haute-Silésie. À l'entretien des voix, le porte-plume de l'instituteur est remplacé par la pioche, la pelle, la fourche. Il faut caler les rails, changer les aiguillages. Pierre Lascaux est l'un de ces dizaines de milliers de jeunes Français qui sont partis sous la contrainte et la menace pour le travail forcé depuis cette gare de l'Est. Et rappelle ici cette plaque mémorielle inaugurée en 1993 par Louis Mexando, secrétaire d'État aux anciens combattants. Ouvriers, profession libérale, paysans,
étudiants de tout niveau, polytechnique, étudiants de la rue d'Ulm, de la rue des Saints-Pères, des écoles d'ingénieurs, de commerce, des universités, sont partis de cette gare. Dans le même temps, en zone libre, des gares de Marseille, Saint-Charles, de Montpellier, de Bayonne, de Toulouse, de Saint-Étienne et de Lyon, les mêmes convois encadrés par la gendarmerie, les GMR, filent sur Dijon, puis sur l'Allemagne. Avec la complicité des cheminots, des manifestations violentes se déroulent un peu partout pour stopper ou ralentir les départs de l'Allemagne. Celle de Romans, celle de Montluçon reste toujours dans les mémoires. L'Allemagne a un besoin impérieux de main-d'œuvre. Déjà en 1942, 240 000 Français ont été raflés au titre de la relève des prisonniers de guerre, prémisse du STO. Mais le 31 janvier 1943, l'armée allemande capitule devant Stalingrad et laisse 330 000 prisonniers aux mains de l'armée rouge. Il faut les remplacer et dégarnir les usines. Répondant aux ordres d'Hitler, Sauckel, celui qu'on nommera plus tard le négrier Sauckel, exige début février à la France 250 000 hommes avant mai 1943. Le 13 février sont publiés conjointement loi et décret d'application instituant le service du travail obligatoire. Les jeunes nés en 40, en 20, 21 et 22 sont les premiers touchés. Les recensements se tiennent dans tous les départements et les premiers départs pour l'Allemagne ne tardent pas. Les préfets ont reçu des ordres bien précis et chaque département doit livrer son contingent de travailleurs forcés. Gendarmerie, police, GMR, tous les services de l'État sont mobilisés pour satisfaire l'occupant dans les délais exigés. Intimidation auprès des familles, menaces sur les frères, les pères, pour remplacer les défaillants. Le 31 mars, l'objectif est atteint. 250 259 jeunes sont livrés à l'Allemagne. Le 1er mai, Sauckel exige encore 220 000 hommes, dont 120 000 pour fin mai et 100 000 fin juin. Fin août, Sauckel exige encore 500 000 travailleurs. La population est secouée par ces départs, ces arrestations, ces rafles dans la rue, à la sortie des cinémas et des usines. Elle regarde avec effroi cette politique de collaboration conduite ouvertement par Laval. La résistance et les maquis, encore embryonnaires, ne peuvent accueillir ceux qui refusent le dictat de Vichy. Dans le premier semestre de 1943, qui peut cacher un STO? Où trouver nourriture, équipement et cachette? Le 16 avril 1943, le journal Combat écrit « Travailleurs français, n'oublie pas, toi qu'on a embarqué de force, tu n'es pas un volontaire, mais un forçat, tu n'es pas un travailleur, mais un déporté. » Le 14 juillet 1943, au moment où les départs sont très nombreux, le général de Gaulle, dans son discours au Forum d'Alger, déclare, je cite, « Sous l'action combinée de l'ennemi et des traites qu'ils servent, c'est par dizaines de milliers que se comptent les braves. Morts pour la France au poteau d'exécution, c'est par centaines de milliers que sont pris et déportés nos ouvriers, nos paysans, nos bourgeois. » En juillet, sous l'impulsion de Yves Farge, la résistance crée le comité d'action contre la déportation. En zone occupée, et plus particulièrement en zone libre, les maquis mieux organisés accueillent plus facilement les réfractaires du STO. Fin août, 172 000 esclaves seulement sont livrés à l'Allemagne. De juin 1942
À juillet 1944, plus de 660 000 travailleurs forcés furent ainsi livrés à l'Allemagne. La France est le seul pays occupé d'Europe où le gouvernement lui-même a livré ses enfants à l'Allemagne. Dans tous les autres pays, Belgique, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, ce sont les gauleiters qui se chargent de livrer à l'Allemagne les hommes et les femmes dont elle a besoin. C'était il y a 70 ans. Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant cette plaque mémorielle pour commémorer le drame vécu par ces jeunes Français livrés à l'Allemagne nazie pour le travail forcé. Nous avons voulu que cette commémoration se tienne en cette année 2013, alors que les derniers témoins de ces sombres années puissent y participer. Demain, il sera trop tard et la mémoire sera diluée. Notre demande a été entendue et nous remercions ceux et celles qui nous ont aidés. La France, celle de la libération, celle où, à l'indifférence générale, surgissaient de partout les résistants jusque-là inconnus, la France refusa de regarder en face ce que ces institutions, collaborant avec l'occupant, avaient fait de ces jeunes livrés aux nazis, oubliant que plus de 3 millions de Français avaient travaillé en France pour approvisionner l'Allemagne et son armée. À leur retour en 1945, on reprocha aux requis d'être partis travailler en Allemagne. Il fallait faire oublier à la France sa défaite. Les 600 000 rapatriés de 1945 ont servi de victimes expiatoires de la défaite. L'homme qui n'appartient pas à la race supérieure ne compte pas. C'est le concept raciste de la doctrine nationale socialiste. Dans les territoires occupés que nous contrôlons, nous ferons travailler jusqu'au dernier pour nous, déclarait Hitler en 1941. C'est ainsi que les requis, les raflés, sans aucune protection internationale, comme l'étaient les prisonniers de guerre couverts par la Convention de Genève, furent contraints, parfois dans des conditions inhumaines, d'assurer des basses besognes dans les complexes sidérurgiques ou dans les usines souterraines d'armement. Soumis à une surveillance incessante par les polices allemandes et par la Gestapo, toute incartade était sanctionnée. La plus terrible était le séjour dans l'un des innombrables camps de travail gérés par les SS, où tant et tant de Français sont morts d'épuisement au bout de 2 à 3 semaines de civils cruels. Ceux qui en réchappaient rentraient au camp dans un tel état qu'il refroidissait les plus audacieux dans le refus de respecter les cadences de travail. Résister en Allemagne relevait d'une audace exceptionnelle. Développer des actions interdites conduisait au camp de concentration. Les historiens ont comptabilisé 8000 Français arrêtés pour sabotage et pour mener anti-allemande et transférés en camp de concentration. Combien n'ont pas survécu? Combien de jeunes des classes 40, 41 et 42 du camp de Buchenwald ont disparu dans le convoi de la mort? Entre 35 et 40 000 jeunes Français requis du STO ne sont pas revenus. Morts dans les bombardements, pendus, fusillés, décapités, morts sans soins de maladie, disparus, exécutés froidement par les SS, sans jugement comme à Dortmund, le vendredi 5 1945, à Berlin, à Langenau, à Ulm, à Brandenburg, où des cheminots de la région parisienne, arrêtés pour sabotage,
furent décapités le 11 septembre 1944. Que reste-t-il de cette tragédie dans la mémoire collective? Nombreux, très nombreux, sont nos compatriotes nés après 1945 qui ignorent l'histoire de pans entiers de la période 40-45, jamais enseignés à l'école. Si les héros sont souvent connus, les victimes restent toujours dans le trou noir de l'oubli. Par euphémisme, on substitue à la déportation pour le travail forcé les termes de prélèvement de main-d'œuvre au bénéfice de l'occupant. De quoi demain sera-t-il fait, alors que les derniers témoins auront disparu? Maintenir la mémoire reviendra aux générations qui nous succèdent. La présence à cette cérémonie de nombreux de nos enfants, petits-enfants, parents, amis, d'enfants requis pour le travail forcé aujourd'hui disparu, est un formidable encouragement pour perpétuer demain le devoir de mémoire. 2013 marque le 50e anniversaire de la réconciliation franco-allemande. Cette réconciliation passe par toutes les générations et le maintien réciproque de la mémoire de deux peuples hier antagonistes. Notre pardon doit être à la mesure de la contrition que la jeunesse allemande porte sur le passé de leur pays. C'est là le ciment de réconciliation. Reste enfin, pour une autre catégorie de victimes de guerre, la reconnaissance par la Ve République du lourd passé de la collaboration d'un gouvernement dit provisoire, mais élu par les parlementaires de la Troisième République. Il ne s'agit pas là d'une repentance, mais de la reconnaissance que c'est bien le gouvernement de la France de 1940 à 1944 qui a livré sa jeunesse à l'Allemagne nazie. C'est pour les derniers témoins encore présents une demande présente. Sera-t-elle entendue? Évoquer un passé douloureux marqué par toutes sortes de compromissions auxquelles des Français sont livrés. Honorer ceux qui en furent les victimes ou les héros, ceux des camps de concentration, des camps d'extermination, de travail forcé, est un devoir à toujours conserver. Les miasmes de ce passé, ces idéologies perverses, ne respectant plus l'homme, l'écrasent, le détruisent, ne doivent plus gangrener l'avenir de nos enfants, de toutes les générations. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est la mission impérieuse à conduire. Les halls de gare ne doivent plus jamais rassembler des esclaves en route vers des lieux sinistres, des lieux de déchéance. Elles doivent accueillir au contraire des foules avides d'espace, de lumière, de soleil et d'espoir. Avides de conserver la paix, la liberté. Si cette commémoration d'une épreuve qui nous a volé nos meilleures années de jeunesse peut servir à éviter les errements, les abandons et les drames des années noires de la défaite et de l'occupation, pour une contribution, même modeste, aux efforts de respect de l'autre, du développement de ces valeurs cardinales portées par nos pères qui ont fait la France. Alors, oubliant nos âges, nous avons rempli notre mission. À tous et à toutes, merci de nous avoir accompagnés devant cette plaque mémorielle, dans cette gare imprégnée d'histoire, de l'histoire heureuse et douloureuse de la France de ces 100 dernières années. Fermez le banc.
Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de la SNCF déposé par Madame Joëlle Bravé, directrice SNCF de la région Paris-Est. Merci. Dépôt de gerbes de la Fédération nationale des victimes et rescapés des camps de travail nazis, de travail forcé, par M. Jean Chaise, président de la Fédération, et M. Robert Lasven, fils de travailleur requis au STO. Dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes, de la gerbe du ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants par Madame Rose-Marie Antoine, directrice générale de l'ONAC, et Madame Constance Rivière, représentant le président de la République. Aux morts. Les personnalités vont maintenant remercier les porte-drapeaux, si vous le voulez bien.
Je vous remercie, la cérémonie est maintenant terminée et merci à tous de votre présence pour ce moment de mémoire. Les personnalités peuvent aller saluer le chef de la musique. C'est important. Les jeunes ne la connaissent pas. Les jeunes ne la connaissent pas. C'est dommage. Parce qu'il faut éviter que ça se renouvelle.